Bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc pour ce nouveau rendez-vous des IA-Date organisé en partenariat par le département des Alpes-Maritimes, la Maison de l'Intelligence Artificielle, le CICTIAM et l'Institut Europe IA présidé par Marco Lendi qui conclura tout à l'heure ce rendez-vous. Alors l'IA est entrée dans nos vies encore plus avec l'arrivée de l'IA générative. Il y a quelques mois, certains d'entre vous se sont peut-être créé un avatar en forme de figurine. C'était la grande mode. Vous vous en souvenez peut-être du starter pack qu'on voyait fleurir sur les réseaux sociaux. Et face à l'engouement du grand public, quelques experts s'étaient alors levés contre cette traîne pour souligner que la génération d'une image représentait la même consommation d'électricité que la recharge d'un smartphone et l'équivalent d'une bouteille d'eau pour refroidir les centres de données. Dans un département qui agit sous l'impulsion de son président en faveur de la transition énergétique et de la sauvegarde de l'eau, avec la première chaire consacrée à l'eau, eh bien nous allons donc nous intéresser à l'IA et sa fin d'énergie. Et notre invité ce soir, que l'on peut déjà applaudir, David Gurlet. Nous remercions pour sa présence Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes, Laurent Autiot, que vous pouvez également applaudir. Et avant de retrouver notre intervenant, eh bien nous accueillons Monsieur Charles-Ange Ginesi, président du département des Alpes-Maritimes, président du CICTIAM et président du syndicat mixte de la Maison de l'Intelligence Artificielle. Et Monsieur le Président, pour cette IA-Date, eh bien pour la première fois sans doute, le Green Deal va rencontrer le Smart Deal. Oui, c'est un souhait que nous formulons chaque fois en considérant que l'intelligence artificielle, que la révolution du numérique doit être au service de l'environnement. Donc ce soir se pose la question, effectivement, de l'énergie et la consommation d'énergie que produit l'informatique. Nous sommes tous des consommateurs en puissance, avec les SMS que nous envoyons au quotidien, avec les mails, bonsoir Diana, que nous envoyons en permanence les uns les autres. Et il faut se poser la question, et je crois que notre invité, qui est l'invité d'honneur de notre IA-Date, c'est David Gurlet, que je suis très très heureux d'accueillir ici dans ce palais Sardes avec Pierrette Alberici, en saluant la présence des nombreux élus, le maire de Villars qui nous fait le plaisir d'être là, le maire également de Saint-Auban, Jean-Pierre Mascarelli, mais que fais-tu? C'est le retour, Jean-Pierre Mascarelli, dans ce sérail. Il y a avec Jean-Pierre Mascarelli quelqu'un qui a été conseiller général, conseiller... Non, départemental? Non, tu as été... mais néanmoins, tu es à la CASA, celui qui défend Sophia Antipolis. Allez, vous êtes tous des visages connus et reconnus, et je suis vraiment très très heureux ce soir de voir cette salle du Palais Sardes se nourrir de ces IA-Date avec un public fidèle, avec un public qui se rajeunit chaque jour un peu plus, chaque fois un peu plus, ce qui prouve, mon cher Marco, de l'intérêt de ces IA-Date. Je veux, avant de commencer mon propos, dire à Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes combien sa présence me touche, combien sa présence est importante pour nous. Nous étions avec Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes ce matin à Roquefort-les-Pins pour l'inauguration d'un centre médical. Et puis, à la suite de ce centre médical, nous avons inauguré une microfolie. Et cela nous a donné une relation avec l'intelligence artificielle qu'il a lui-même développée, et il nous en parlera dans quelques instants. Et je me suis dit, mais Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes n'est pas avec nous, et il a répondu favorablement à un appel très très rapide posé par mes soins ce matin en dernière minute. Donc je suis plus que sensible pour votre présence, mais je sais que nous sommes tous sensibles parce que l'autorité de l'État, il est important que nous puissions l'accompagner. C'était une volonté que nous avions affirmée avec les conseillers départementaux quand en 2017 j'ai lancé le Smart Deal. C'était une volonté lorsqu'en 2018 avec Marco Lendi nous avons souhaité relancer la technopole de Sophia Antipolis avec une image qui redonnait un peu d'élan et un peu de dynamisme. Et c'était une époque, si vous vous souvenez, où beaucoup s'interrogeaient sur la technopole de Sophia Antipolis. Et ensemble, nous avons créé la Maison de l'Intelligence Artificielle de Retour d'un voyage au Canada. Cette Maison de l'Intelligence Artificielle, qui est aujourd'hui
dirigé par notre ami José Amendola, a accueilli depuis 2020 plus de 115 000 personnes. C'est dire qu'il y a eu sur ce point de l'intelligence artificielle quelque chose de formidable. Le World IACAN Festival, pour lequel c'est probablement là, mon cher David, que nous nous sommes rencontrés avec David Lisnard, qui est un moment important. Le World IA Film Festival, cher à Marco Lendi et cher à tout le monde, cher à nous tous, parce que nous sommes ici dans une terre de cinéma, terre de culture, et le World IA Film Festival, c'est le cinéma produit par de l'intelligence artificielle, et il y a eu véritablement une rencontre extraordinaire, et nous aurons une prochaine édition les 21 et 22 avril à Cannes. Donc les IA Dates marquent et rythment petit à petit différentes rencontres, avec des dates en 2025 sur l'éducation, sur la géopolitique, sur l'énergie, sur l'éthique. Et nous avons eu l'honneur d'accueillir des plus grands. Je rappelais là aussi, en discussion à bâton rompu, la présentation et la phrase de choc de Laurent Alexandre. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous, en saluant la gendarmerie qui est très présente également avec nous et nous accompagne sur tous ces sujets, et Laurent Alexandre avait été décapant, décoiffant. Donc on va voir ce soir combien l'engagement de David Gurley sur ces IA Dates va nous apporter de réflexion. Je dirais que David Gurley, c'est quelqu'un, pour le présenter rapidement, qui a été engagé chez Microsoft. D'abord, il est originaire de Cannes, c'est un enfant du pays. Après, il est parti dans la Silicon Valley, il est parti chez Microsoft, chez Thomson Reuters, chez Skype, et il a profondément transformé des centaines de millions de personnes sur la communication. Il a ensuite bâti Symfony, une entreprise qui est son entreprise, qui a atteint le statut de licorne, en étant valorisée avec plus de 1,5 milliard de dollars. 1,5 milliard de dollars, je pense qu'il y a parmi vous énormément de start-upers qui souhaiteraient avoir le succès de David Gurley. Donc il va nous expliquer comment il a obtenu ce succès, et on va tous se retrousser les manches et y aller de bon cœur. Donc David Gurley a ses racines ici, et c'est au World IACAN Festival que nous l'avons rencontré, où il présentait le Polycloud. Polycloud que nous avons eu l'honneur de le voir présenter également dans la séance plénière du département, et je dois dire que c'était une séance spécifique où tous les départements de France viennent s'inspirer de ce que nous faisons dans les Alpes-Maritimes. Et le président Sauvadet, François Sauvadet, président du département de la Côte d'Or, est reparti avec l'idée de David Gurley, et ils sont en train d'implanter ce Polycloud. Mais nous aurons la fierté d'être les premiers à avoir ce Polycloud dans les Alpes-Maritimes. C'est la volonté de David Gurley, c'est la volonté que j'affiche également avec les services du département, et je remercie les honorables directeurs qui sont ici avec nous pour assurer cette continuité. Le stockage des données est devenu l'un de nos principaux problèmes. Donc David, avec le Polycloud, va nous expliquer comment nous pouvons installer des clouds souverains, comment nous pouvons avoir des clouds qui restent notre propriété et font que nous protégeons nos données. C'est à partir de ce moment-là qu'il faudra briller. Mais briller avec une éco-responsabilité. D'où son idée. Je ne vais pas dévoiler son idée, il l'expliquera 1000 fois mieux que moi, donc je vais m'en rester là. Mais c'est là qu'on rejoint la question de Benjamin, qui me disait comment on va allier à la fois le smart et le green. Eh bien, il faudra faire du green avec le smart, parce que nous avons là-dessus, sur l'empreinte carbone que nous utilisons en utilisant notre informatique et en faisant... et en bâtissant de l'intelligence artificielle dans nos vies, l'empreinte carbone commence à peser. Je vous rappelle également que le SICTIAM, qui est notre opérateur de service public, qui est là aussi dirigé par José Amendola, projette la création d'un data center souverain.
Donc ça va de pair, un petit peu le polycloud, le data center souverain que nous avons l'intention de mettre à Sophia Antipolis. Et nous aurons l'occasion d'en reparler puisque nous abriterons dans ce data center eh bien, à la fois le CD 06, donc le conseil départemental des Alpes-Maritimes, mais en même temps le SDIS, le service départemental d'incendie et de secours, monsieur le préfet, et le SMIAG. Donc deux opérateurs importants que vous connaissez bien. Et je dirais que même si ces spécifications restent à affiner, on sait déjà qu'elles s'articuleront autour de la norme tiers 2 évolutive en tiers 3. Ne me demandez pas ce que c'est écrit dans mes notes. Je suis incapable de vous dire ce que c'est. Et d'une puissance informatique de 120 kW. Vous demanderez à David de vous expliquer ce que c'est également. L'aménagement d'un aménagement en 3 espaces, espace SICTIAM avec 8B, un espace CD06-6B et des espaces destinés aux besoins du futur. Voilà, donc nous sommes véritablement dans cet accompagnement qui fait que nous avons la volonté d'avancer. Et vraiment, merci à vous tous, parce que le sujet que nous abordons aujourd'hui fait partie de cette volonté que nous avons affichée, d'une volonté politique de dire il faut que les Alpes-Maritimes montrent l'exemple à la France, montrent l'exemple à la France et que la France soit exemplaire sur ce sujet-là pour dire à l'Europe ne nous laissons pas manger par les GAFAM, ne nous laissons pas manger par les BATS. Il faut que l'on crée en France une dynamique européenne pour s'imposer dans le concert international qui bat son plein. Alors, je vous livre simplement, avant de laisser la parole à monsieur le préfet des Alpes-Maritimes, eh bien, les prochaines rencontres avec le 10 octobre à Mantelieu, avec Luc Julia. Luc Julia, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est celui qui aujourd'hui est le conseiller expert auprès de Renault sur les véhicules autonomes. Là aussi, quelqu'un de décapant, quelqu'un de décoiffant, qui a des affirmations. Je ne suis pas sûr qu'il ait tout à fait raison, mais en tout cas, il est dans un positionnement où il nous dit la voiture autonome, ça n'existera pas. C'était ici, dans cette salle. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Jamais un véhicule autonome sera en capacité de remplacer un conducteur. Moi, j'ai eu le bonheur et la chance d'aller en Chine au mois de mars, et je suis allé à Shanghai, et je suis monté dans un taxi autonome, entièrement autonome. Il n'y avait pas de chauffeur dans le véhicule. Et ça roulait. Et nous sommes arrivés à notre point de destination en bon état. Ce qui veut dire qu'il y a des véhicules autonomes qui peuvent fonctionner. Il y aura le 5 novembre, ici même avec Laurence de Villers, l'IA Ange ou Démon, là aussi, le nouveau monde de l'invisible. Le 5 décembre, on aura Jean-Marie Cavada et Bernard Benamou, IA et souveraineté nationale, qui seront là pour nous poser des questions, nous questionner. Comme ce soir, nous allons nous questionner avec David Gurley sur cette capacité qu'on a à la résilience de l'informatique face à l'empreinte carbone. Bonne soirée à toutes et à tous. Monsieur le préfet, la parole est à vous. Merci beaucoup, Charles Angénési, président du département des Alpes-Maritimes. J'invite sur scène monsieur le préfet des Alpes-Maritimes, Laurent Autiot. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le maire, je salue Monsieur Gurley, Monsieur Landy, ainsi que tous ceux qui ont le plaisir de participer à cette conférence ce soir. Un grand merci, Monsieur le Président, de votre invitation. Quelques mots vraiment très rapides, je dirais, d'introduction et pour compléter vos propos, sachant que vous êtes venus d'abord pour écouter nos intervenants. Donc quelques mots pour dire tout d'abord pour saluer l'engagement du Conseil départemental au service de l'intelligence artificielle et de l'intelligence artificielle pour tous, ce qui est un enjeu évidemment très important pour notre département, qui est un département très, très attractif, vous l'avez souligné, Monsieur le Président, pour notre pays. Peut-être je commencerai par citer Bill Gates, Microsoft, qui disait il y a eu 2 révolutions depuis maintenant près de 40 ans.
La première révolution, c'était la révolution de l'interface graphique, qui était celle de l'ordinateur personnel. Je l'ai vécu à l'âge de 11 ans. J'ai eu la chance d'avoir un ordinateur personnel à l'âge de 11 ans, avec l'obligation de programmer, pas de jouer, mais de programmer. Mon père était ingénieur informaticien, et j'ai eu cette chance dans les années 80 d'avoir un ordinateur personnel à 11 ans. Et la deuxième révolution, c'est l'intelligence artificielle. Et cette révolution, elle est évidemment profonde, elle va impacter de manière extrêmement forte beaucoup des activités de notre société. On dit qu'en 2010, il y avait 10% des entreprises qui utilisaient l'intelligence artificielle, déjà 10%, aujourd'hui 80%. Et ça ne cessera de se développer. Que la production, et pour ça, il y a deux raisons que nous connaissons, ce que nous n'avions pas précédemment. C'est d'une part de pouvoir produire des quantités très importantes de données, premièrement, et deuxièmement la puissance de calcul. Et tous les 8 mois, le nombre de données collectées est multiplié par 2 dans le monde, ce qui est considérable. Les chiffres, je voulais donner quelques chiffres qui sont les chiffres sur le marché de l'IA. Il est, selon McKinsey, il est évalué entre 17 et 35 trillions de dollars. L'impact sur le produit intérieur brut mondial de 7%, ce qui est considérable, avec des changements profonds que nous vivons d'ores et déjà au quotidien. Je pense au secteur de la santé. Nous inaugurions ce matin à Roquefort-les-Pins une maison médicale de garde. La radiologie, il y avait un cabinet de radiologie. La radiologie va être très profondément impactée. Les tests cliniques, et nous le voyons d'ores et déjà, et d'une manière générale, une bonne partie du secteur de la santé. La défense, nous le vivons quotidiennement, notamment à travers les informations, et la guerre en Ukraine, qui est aussi un champ d'expérimentation de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, parmi les sociétés qui se développent le plus rapidement, ce sont des start-up, non seulement sur la santé, mais aussi sur la défense. Vous avez mentionné, Monsieur le Président, il y a un instant, la culture, le cinéma, mais j'ajouterais aussi la publicité, j'ajouterais qu'en fait vont sortir les premiers films entièrement tournés à partir de l'IA. Et ça, c'est évidemment, ça pose beaucoup de questions, et beaucoup de questions à notre société. Et nous allons avoir des nouveaux métiers qui vont apparaître, mais aussi des métiers qui vont disparaître, sachant qu'ils vont impacter profondément les professions intellectuelles, les services, ce qui est sans précédent. Un enjeu aussi très fort qui va être celui de la robotisation, et qui est la robotisation avec l'intelligence artificielle. C'est la raison pour laquelle, par exemple, M. Musk investit énormément sur les robots. Nous aurons aussi, si on prend la question de la santé, des robots en matière d'infirmerie, de chirurgie, qui vont se développer avec l'intelligence artificielle. Et puis l'enjeu très important, qui est celui des microprocesseurs. Vous savez que ces microprocesseurs, ils sont produits pour 35% d'entre eux aujourd'hui à Taïwan, donc très concentrés, d'où les enjeux aussi géopolitiques et évidemment de souveraineté. Alors, des enjeux très importants pour notre pays, d'investissement massif dans l'intelligence artificielle, des enjeux sur la question de la souveraineté, de l'hébergement de nos données, et la législation européenne. Il y a tout un débat sur la législation européenne. Est-ce qu'il faut réglementer, pas réglementer? Est-ce qu'on a réglementé trop? Est-ce que c'est un sujet de débat comme vous le savez? Mais elle doit conduire à héberger plus de données, en tout cas pour les opérateurs qui agissent sur le territoire européen, plus de données sur le territoire européen. Donc cette réglementation, elle doit conduire à ce que les data centers se créent beaucoup plus sur le territoire européen et en France, puisque c'est ce que nous souhaitons. Avec aussi, comme vous savez, des engagements qui ont été portés par le président de la République autour de Choose France, avec les engagements de près de 6 milliards d'euros des grands acteurs. Il y a quelques GAFAM aussi parmi ces acteurs, de financer le développement de l'intelligence artificielle, des infrastructures de cloud sur notre territoire, en France, dans nos départements. Ici, dans les Alpes-Maritimes, nous avons 9 data centers, dont 2 à Nice, 7 dans l'ouest du département, dont un data center actuellement en projet sur le Broc, qui est un data center intelligence artificielle, qui est orienté sur l'intelligence artificielle. Ce sont des projets importants, et c'est vrai que
on a été habitué à avoir plutôt des projets qui étaient concentrés sur l'Île-de-France, sur les Hauts-de-France aussi, avec la présence d'acteurs historiques comme OVH sur le cloud, et à Marseille, parce qu'il y a aussi les câbles sous-marins qui sont évidemment très, très utiles et nécessaires pour certaines infrastructures. La France a aussi des atouts, et un atout très, très important qui est l'énergie électrique décarbonée grâce au nucléaire, qui est aussi un atout évidemment important, avec des enjeux, mais je pense que ces enjeux, vous les développerez dans quelques instants, et des questions qui sont évidemment posées, mais sur lesquelles nous trouverons évidemment des solutions. D'abord, les data centers consomment beaucoup d'électricité et vont continuer à en consommer beaucoup, puisque aujourd'hui, on évalue à peu près, alors c'est des chiffres très très importants, à 460 TWh la consommation des data centers, qui devrait atteindre 1000 TWh l'année prochaine, en 2026, au niveau mondial. Le deuxième point, c'est évidemment la consommation en eau, et ici l'eau est évidemment une ressource très très importante que nous sommes amenés d'ailleurs de plus en plus à réguler. Nous allons avoir une baisse dans notre département de 15 à 20% de ressources en eau dans les 20 ans qui viennent, et nous devons nous habituer à mieux consommer l'eau et à en réguler l'usage plus intelligemment. C'est un sujet que nous portons aussi avec Monsieur le Président, de ne pas avoir à gérer que les crises durant l'été, ce qui m'amène à prendre des arrêtés de régulation de l'eau, mais pouvoir anticiper de plus en plus et nous adapter, vivre avec, nous adapter au changement climatique dans un département dans lequel la question ne se posait pas il y a quelques années. Les Alpes-Maritimes, c'est un château d'eau. Et jusqu'en 2015, la question ne se posait pas. Elle a commencé à se poser de manière critique à partir de 2022, puisque c'est le moment où on a commencé à réglementer l'usage de l'eau, notamment l'été. Les data centers consomment pas mal d'eau, 1 litre pour 2 kWh. Donc c'est beaucoup, mais en même temps, ces chiffres ils sont aussi à relativiser, parce que il y aura probablement des solutions pour consommer moins, y compris via l'intelligence artificielle, pour consommer beaucoup moins d'eau. Et c'est toutes les questions qui sont ouvertes. J'ai mentionné la question des terres rares, qui est aussi au cœur du développement de l'intelligence artificielle, et dont vous savez que ces terres rares sont principalement en Chine et aux États-Unis, ce qui n'est pas sans poser effectivement un certain nombre de difficultés. Aussi, j'ajouterais un autre enjeu qui est un enjeu foncier. Les data centers sont des opérations qui sont quand même assez rentables et donc conduisent aussi à créer des phénomènes parfois de bulles spéculatives sur le foncier, et qui est quelque chose qu'on doit aussi évidemment prendre en compte dans un département, notre département, dans lequel nous avons aussi des risques assez forts. Nous avons quasiment tous les risques, sauf les risques technologiques. Nous n'avons pas le risque nucléaire du point de vue technologique, mais sinon nous avons les risques inondations, glissements de terrain, les feux de forêt, les risques technologiques, c'est les eaux, les tsunamis aussi, le risque sismique. Et donc, nous devons évidemment les prendre en compte, et notamment dans l'instruction de ces projets, mais rien n'est insurmontable, et du potentiel, il y en a incontestablement. L'État est aussi très engagé lui-même sur le développement de l'intelligence artificielle, je dirais à son propre profit, pour les usages qui sont ceux de l'État et pour nos concitoyens. Je pense notamment à l'utilisation de l'intelligence artificielle par les services fiscaux, à travers les outils qui ont été développés par la Direction générale des finances publiques. Je pense aussi au travail qui a été mené au partenariat, il y a un contrat entre Mistral et France Travail aussi, pour les demandeurs d'emploi. Le ministère de l'Intérieur est en train de développer tout le système de ressources humaines, le SIRH, comme on dit, système d'information des ressources humaines à travers l'intelligence artificielle. Donc l'État s'y met, et s'y met aussi très, très, très rapidement. Les préfectures aussi sont engagées. Et dans les Alpes-Maritimes, nous sommes aussi engagés dans le développement de l'intelligence artificielle. On a beaucoup, beaucoup de procédures qu'on pourrait évidemment très largement simplifier grâce à l'utilisation de l'IA. Et puis, nous avons ici un écosystème extraordinaire, un très grand dynamisme,
des très belles entreprises, un écosystème notamment, pas uniquement, mais notamment avec Sophia Antipolis, première technopole d'Europe, où se concentrent aussi beaucoup de nos pépites et très très attractifs autour de l'intelligence artificielle. J'ai eu l'occasion moi-même de me rendre à Sophia Antipolis juste avant l'été. Je voulais juste mentionner, mais il y a d'autres projets, le projet du pôle Alpha, qui est très très important et sur lequel l'État vient en soutien, notamment évidemment sur les aspects bâtimentaires, si je puis dire, à hauteur de 7,5 millions d'euros, mais aussi en développement des entreprises et de leurs projets à travers France 2030 et des financements de près d'un peu plus de 20 millions d'euros, et pour aider notamment les start-up. Alors c'est un enjeu qui est un enjeu très, très important et qui est un enjeu, je voulais le souligner peut-être en termes de conclusion, pour ne pas conclure sur le sujet, je vais vous laisser la parole, mais il y a l'IA, ce n'est pas d'abord un sujet technologique. Il y a évidemment des sujets d'architecture informatique, et je sais combien ils sont complexes. J'étais moi-même directeur des systèmes d'information du ministère de l'Intérieur il y a une dizaine d'années, et nous commencions déjà à travailler sur ces sujets au ministère de l'Intérieur. Mais les vrais défis et les défis à venir sont beaucoup de défis liés à ces nouveaux métiers, à la conduite du changement, au fait qu'on va voir notre société va être très impactée dans de très nombreux domaines, et donc des questions qui vont dépasser de loin les questions technologiques, et puis aussi des questions morales, philosophiques, aussi toute la question, vous savez, de la réglementation, qu'est-ce qu'il faut réglementer, pas réglementer, voilà. Et puis en réglementant trop, on casse l'innovation, donc il y a un bon curseur aussi à trouver pour les régulateurs, qui est souvent un sujet de débat parce que on a tendance à dire que au niveau de l'Union européenne, on réglemente de trop, au moment où les Américains créent et les Chinois copient, c'est ce qu'on dit parfois, mais je ne crois pas que ce soit complètement... Voilà. Voilà. Et voilà, c'est de moins en moins vrai, mais c'est ce qu'on a dit pendant longtemps. Voilà. En tout cas, un grand merci à vous. Merci encore, Monsieur le Président, pour votre invitation, et puis on a hâte de vous écouter. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes, Laurent Autiot. Et on va donc retrouver notre invité, si vous voulez bien me rejoindre, David Gurlet, fondateur de la société HiveNet et Polycloud, une alternative audacieuse au modèle traditionnel de centre de données. Bâtisseur, le président en a parlé, de Symphony Communication Service, une entreprise valorisée à plus d'1,5 milliard de dollars. Vous avez dirigé Skype et avez joué un rôle clé dans son acquisition par Microsoft. Et donc aujourd'hui, vous vous consacrez au projet le plus ambitieux à ce jour, Polycloud, en mettant l'accent sur la souveraineté, l'efficacité et la durabilité. Notre thème ce soir, l'IA et sa fin d'énergie. Merci Benjamin. Monsieur le Président, Monsieur le Préfet, Madame, Monsieur les élus, les maires, Madame, Messieurs, merci d'être là ce soir sur un sujet j'espère, qui vous passionnera autant que moi. J'essaierai d'évoquer les enjeux qui sont littéralement sur nos chemins et pour voir comment on va les naviguer, comment est-ce qu'on peut comprendre l'implication de ces enjeux et comment nous, on peut du coup prévenir un certain nombre des effets secondaires très néfastes, comme on va en discuter, et quelles sont les solutions possibles et quels sont les choix possibles qu'on peut faire nous-mêmes au niveau évidemment de notre gouvernement, mais au niveau de l'Europe face à ce qui se passe aujourd'hui entre les États-Unis d'un côté et la Chine de l'autre côté. Parce que, soyons clairs, nous sommes dans une guerre intellectuelle, une guerre technologique, une guerre géopolitique sur le futur de l'humanité et qui sera de plus en plus dirigé par le numérique, dans la mesure où si nous avons un pied dans le numérique, nos enfants, ils en ont deux, eh bien, leurs enfants, ils en sont jusque-là. Et c'est dans ce monde-là qu'ils vont évoluer. Et donc, c'est à nous de comprendre justement ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut éviter. Donc, ça, c'est mon objectif aujourd'hui. On aura des questions à un moment donné. Donc, n'hésitez pas à prendre note. Et comme ça, on peut faire un échange
au fur et à mesure de nos conversations. Alors, il y a beaucoup de sujets sur lesquels on peut se concentrer lorsqu'on parle de l'IA. Monsieur le préfet en évoquait beaucoup. Moi, je vais aujourd'hui me focuser uniquement sur le côté énergétique. Mais du coup, on va passer un peu sur la souveraineté. Vous allez voir que l'un ou l'autre, on ne peut pas vraiment les dissocier. Alors, on y va. Alors, on a parlé il y a quelques minutes de l'adoption technologique de l'IA. En fait, c'est une adoption inédite. On n'a jamais vu ça sur les technologies. On parle au début de la radio, ensuite de la télévision, ensuite de la télévision couleur, ensuite on parle d'Internet, etc. Si on regarde juste les trois axes, les trois courbes sur les ordinateurs personnels, que Bill Gates a été quand même très important comme contributeur. Ensuite, l'Internet qui est arrivé. Et puis là, on est sur le Generative AI. Alors, je voudrais juste vous dire quelque chose qui j'espère, va résonner avec vous. Il n'y a aucune technologie qu'on va utiliser dans 25 ans qui n'existe pas aujourd'hui. Aucune. Donc, en fait, ce qui fait vraiment la différence entre une technologie qu'on utilise et qu'une technologie qui existe, c'est l'adoption. C'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment souligner parce qu'en fait, l'IA, ce n'est pas nouveau. Ça fait plus de 50 ans que les informaticiens travaillent sur l'IA. À l'époque, on parlait des systèmes experts. On a su très bien faire les systèmes experts. Les centrales nucléaires en France sont gérées par les systèmes experts. Les sous-marins nucléaires sont gérés par les systèmes experts. Et je peux en ajouter sur d'autres secteurs civils aussi. En fait, ce qui s'est vraiment passé, c'est que dans le monde de l'IA, on était extrêmement spécifique. Donc, c'était très verticalisé et ça marchait plutôt bien. Mais ce qui a vraiment tout changé, c'est le fait qu'on a pu faire de Generative Artificial Intelligence. Ça veut dire qu'on a pu généraliser quelque chose en nous faisant croire que c'est intelligent. Mais évidemment, on parlera de ça. En fait, il n'y a pas de l'intelligence derrière, il y a juste un modèle probabilistique. Donc, cette adoption, elle est vertigineuse. Elle est quasiment verticale. Et nous ne sommes qu'au début de cette adoption. Toutes les sociétés américaines, françaises et dans d'autres pays ne font qu'investir tout ce qu'ils peuvent dans cette industrie. Alors, il y a les investissements en infrastructure, il y a les investissements en logiciels, en microprocesseurs. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que c'est dominé par un certain nombre d'acteurs que je peux compter sur le doigt d'une main. Eh bien, ces acteurs ne sont pas français. D'ailleurs, ne sont pas chinois. Sont américains. Il y a plusieurs raisons pourquoi ça s'est développé en Amérique. Mais moi, qui ai vécu 20 ans aux États-Unis, j'ai géré des équipes chez Microsoft, j'ai géré des équipes de ma propre boîte, comme Symfony, on a parlé. 95% de mes employés étaient non américains. Et je veux dire, c'était difficile de trouver des Américains. Beaucoup d'Européens, beaucoup de Français, d'Italiens. D'accord. J'ai beaucoup d'Italiens, mais beaucoup de Coréens, beaucoup de Chinois, beaucoup d'Indiens. Et donc, c'était à quel point qu'il fallait qu'on fasse le recrutement affirmatif pour embaucher des Américains, parce qu'en fait, on n'en trouvait pas. Donc, cette innovation, en fait, c'est une innovation migratoire de nos talents. Donc, un des enjeux que je n'adresserai pas aujourd'hui, mais il faut savoir le garder ici, parce que sinon, ils sont vite happés par les Américains. Alors, donc, il y a beaucoup de sociétés qui utilisent l'IA, mais en fait, on n'a pas encore vraiment commencé à utiliser l'IA. En fait, tous les logiciels qu'on utilise tous les jours aujourd'hui ne sont pas IA-lisés. Donc, lorsqu'on a développé un logiciel de comptabilité, un logiciel de gestion des RH, un logiciel de gestion de n'importe quelle fonction verticale dans l'entreprise, on est vraiment au début de ces fonctions qui sont, on va dire, fonctionnelles et pas améliorées par l'IA. Donc, ce qui va se passer dans les 5 ans à venir, c'est que tous ces éléments-là vont devenir, je suis obligé d'utiliser ce mot anglais, « powered by IA ». Donc, au lieu que l'IA devient auxiliaire, il va être à l'intérieur même du système. Aujourd'hui, déjà, ceux qui utilisent Gmail
Gemini vous propose de répondre à votre place. On est juste 1 an et demi après la généralisation. Imaginez qu'est-ce qui va se passer dans 3 ans. Dans 3 ans, ils auront déjà répondu, et puis vous aurez reçu la réponse, et puis bon, ça va être des situations assez comiques. Mais on n'est qu'au début. On est juste sur la partie visible de l'iceberg, et cette généralisation aura beaucoup d'impact sur pas mal d'éléments. Alors, pourquoi est-ce qu'on en est là? Comment on est arrivé à cette situation alors que il y a 10 ans, on n'y était pas? D'ailleurs, il y a 10 ans, je ne pense pas qu'on aurait pu imaginer qu'on serait là. En tout cas, moi, personnellement, je n'ai pas imaginé. D'abord, il y a eu des percées technologiques sur la densité des puces. Donc, on arrive maintenant à quasiment 2 nanomètres sur les puces les plus modernes. On va dire 4 nanomètres, c'est déjà très petit. Et on va arriver, on pensait que la loi de Moore finirait par s'arrêter à cause de problèmes physiques. Mais finalement, les ingénieurs, les scientifiques ont réussi à résoudre ces problèmes un par un. Et donc, on a une densité énorme. Et donc, du coup, cette densité nous permet de faire des calculs sur des puces beaucoup plus rapidement et beaucoup plus de calculs qu'on ferait sur des puces traditionnelles. Et donc, d'ailleurs, ce qui s'est passé dans le contexte d'IA, c'est qu'on a adapté les puces graphiques qu'on utilisait pour les jeux. Donc, tout est sorti des jeux. Pour une raison très simple, ces puces graphiques faisaient ce qu'on appelle des additions et des soustractions, divisions, multiplications matricielles pour pouvoir vous montrer les pixels le plus rapidement possible. Et il s'avère que dans l'IA, surtout le l'IA prédictif qu'on a, c'est ce qu'on fait. Et donc, c'est comme ça que NVIDIA est devenu ce qu'ils sont devenus. Donc ça, c'est vraiment important. Ensuite, je passe tout de suite à l'ésotérique un peu. C'est le rêve éternel de l'homme. En fait, au sens philosophique, une de nos ambitions, c'est de pouvoir créer. Et donc, on a finalement voulu créer le créateur, parce que l'IA est un élément créateur. Et donc, d'ailleurs, ceux qui sont informaticiens parmi vous, je sais que vous aimez ce métier parce que vous créez quelque chose. C'est votre propre création. Et donc, que ce soit les auteurs de science-fiction, que ce soit les scientifiques, que ce soit les informaticiens, que ce soit tous les feignants du monde, on voulait remplacer un certain nombre de fonctions répétitives par des programmes. Et le micro, ça ne marche pas? On va vous le remettre proprement. Bon, excusez-nous. Ou bien on peut l'enlever. Voilà, comme vous voulez. Soit on vous l'enlève, vous pouvez parler au pupitre, c'est comme vous voulez. On ne veut pas que ça vous gêne, surtout. Merci. Pas de souci. Vous m'entendez toujours? Parfait. Okay, super. Donc, ce rêve éternel de l'homme, il ne faut pas le sous-estimer. Parce qu'on vit aujourd'hui la science de la science-fiction. Qu'on a lu lorsqu'on était un peu plus jeune, et ce qu'on a anticipé il y a quelques années par les écrivains, par les films, on va le retrouver très vite dans notre vie réelle. Le président parlait de Tesla, mais si vous êtes allé en Chine et que vous avez vu ce que les Chinois sont capables de faire avec leurs robots bipèdes, alors là, vous allez vous dire, OK, les robots chinois vont nous envahir. Bon, encore, il faut avoir confiance, hein, donc ça c'est autre chose. Ensuite, on est arrivé sur un dynamisme réglementaire et politique qui est vraiment important, surtout aux États-Unis, et on va voir l'approche chinoise. Aux États-Unis, on est j'ai vécu 20 ans là-bas, donc je vais faire un peu de blague. C'est vraiment le shoot first, apologize later. Donc ça veut dire vous tirez d'abord, et puis vous excusez après. C'est la mentalité de l'action, c'est la mentalité d'itération rapide, c'est la mentalité d'aller à fond dans quelque chose et penser aux conséquences, non, pas trop, on verra ça après. C'est un petit peu l'opposé qu'on a ici en Europe. Et donc, ce système capitalistique pur, dur, et au sens vraiment financier et humain du terme, a sélectionné sans merci toutes les sociétés qui ont échoué et qui les ont éliminées. Et il y en a eu beaucoup, il y en a eu énormément. Et donc les sociétés qu'on voit aujourd'hui, c'est ceux qui ont réussi.
mais on ne voit pas les 1000 qui n'ont pas réussi. Donc ça, c'est un élément très important à comprendre. Et le contraste, c'est la Chine. Alors la Chine, il n'y a pas ce qu'on pense par rapport aux États-Unis, le même type on va dire, d'économie libérale. Mais en fait, la Chine est bien plus capitaliste que les Américains, dans un régime complètement dictatorial. Il y a une compétition féroce en Chine. Alors, juste pour vous donner une idée, est-ce que vous savez combien de marques de voitures électriques il existe en Chine aujourd'hui? Dizaines? 60? Plus de 200. Plus de 200. Ouais. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui vont finir par réussir en fait, dans cette pyramide en Chine, ben, ils vont exporter leurs machines ici parce qu'ils sont battus avec les pires. Parce qu'ils sont sur le même, on va dire, plateforme de compétition. Donc, ces éléments sont très importants. Alors, en Chine, lorsque la Chine décide d'être souverain, elle est souveraine. Alors, 2 exemples pour vous illustrer. Donc, les puces NVIDIA, que tout le monde s'en raffole aujourd'hui, sont maintenant interdits en Chine. Interdits. Donc, les sociétés chinoises ne peuvent plus acheter les puces américaines, d'ailleurs qui est fait par un Taïwanais. Et donc, pourquoi? Parce que ça fait 10 ans que l'autre société qui s'appelle Huawei a développé ses propres puces. Maintenant, ils sont arrivés au niveau compétitif contre NVIDIA. Et donc, ils se sont coupés de la technologie américaine pour pouvoir avoir leur propre dominance souveraine. Donc, ça, un exemple. Deuxième exemple, eh bien, puisque les Américains ont coupé la disponibilité des puces à un moment aux Chinois, ben, les Chinois, ils ont inventé, comme vous savez bien, DeepSeek. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Je connais très bien DeepSeek, je l'ai beaucoup étudié. Et en fait, DeepSeek a réussi à faire avec 10 fois moins d'infrastructures et d'argent ce que ChatGPT, enfin OpenAI a fait avec ChatGPT, avec des ressources beaucoup plus contraignantes. Et donc, l'inventivité de la Chine vis-à-vis de ça est telle que aujourd'hui, toute la Chine, je dis bien toute la Chine, tourne sur DeepSeek. Ils ont interdit toute autre utilisation. Ce sera l'équivalent que le gouvernement français dise, vous utilisez Mistral maintenant, et vous ne pouvez pas utiliser autre chose. C'est comme ça que ça se passe en Chine. D'accord? Donc, il y a vraiment des aspects très différents lorsqu'on voit ce qui se passe du côté dynamique, réglementaire et politique. Je ne veux pas tout évoquer parce que c'est normal pour toute la soirée, mais je veux parler de la maturité de l'écosystème. Alors, l'écosystème est très important parce qu'il n'y a pas un seul fournisseur qui conçoit tout. Donc, il y a beaucoup de participants. On en parlait des data centers. Un data center, ça coûte des milliards. Ça amène beaucoup d'acteurs pour pouvoir, en fait, construire des monstres pareils. C'est un petit peu construction d'un avion, construction d'un train, construction d'une centrale nucléaire. Ce sont des projets très, très complexes. Mais ce qui s'est passé, c'est que l'industrie est tellement compétitive et tellement dynamique que les coûts d'équipement ne font que s'abaisser. En fait, l'équipement de base, donc on va dire ce qu'on assemble pour faire ces petites télécommandes, ne fait que baisser. Alors, ce qui se passe avec ça, c'est que les agrégateurs, donc ceux qui agrègent, donc ceux qui intègrent ces équipements-là, augmentent la complexité d'intégration, mais avec ça prennent, on va dire, si on disait qu'il y avait 100 milliards à prendre, eux, ils vont prendre 80 milliards de la valeur qui sera créée par l'intégration. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les intégrateurs sont devenus des vrais monstres capitalistes. Et c'est pour ça que les GAFAM sont nés, c'est pour ça que les hyperscalers sont nés, parce que ça fait 30 ans qu'ils travaillent sur le cloud. Et donc, ils ont devenu leurs propres fabricants, ils sont devenus leur propre écosystème. Et ça leur a permis d'innover à des vitesses dans lesquelles il n'y avait pas de dépendance extérieure. Et donc, du coup, on se trouve dans une situation où la dominance est absolue et ils essayent de pérenniser le plus possible. C'est pourquoi
cette guerre de souveraineté est si capitale. Parce que si on ne faisait rien aujourd'hui, déjà on a très peu de chances de réussir, mais si on ne faisait rien aujourd'hui, alors là on sera complètement dominé à la suite de la guerre sino-américaine. Donc ensuite on choisira économiquement et politiquement ce qu'on veut faire. Passons à la suite. Alors, il y a beaucoup de modèles qui se sont développés depuis pas mal d'années. Comme vous voyez ici, j'ai fait une présentation récemment avec ces chiffres-là. Donc l'idée, c'est de vous montrer que plus on avance dans le temps, plus on a besoin de données. Donc on peut illustrer très bien. Donc les données doublent tous les 8 mois, ensuite ça sera 6 mois, etc. Mais en fait, il y a un paradoxe sur lequel on est arrivé. On se bute à un paradoxe, c'est qu'en fait, on n'a plus de données pour programmer l'IA. Alors ça, c'est bizarre, n'est-ce pas? Donc on produit de plus en plus de données, mais on n'a plus de données pour faire de l'IA. Pourquoi? Parce qu'en fait, les nouvelles données qui arrivent n'ajoutent rien à l'intelligence. Ne créent pas d'intelligence, créent de la connaissance, mais pas de l'intelligence. Et donc, du coup, on est en train d'inventer la prochaine révolution de l'IA qui s'appelle AZR. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas entendu, c'est ce que vous entendrez parler. Ça va remplacer tout ce qu'on a entendu parler avec GenAI, GPT. AZR, ça veut dire Zero Knowledge. Donc, ce sont des programmes IA qui vont fonctionner sans données. Devinez qui sont les champions dans AZR. Chinois. Alors, les Chinois, maintenant, ils ont créé le premier AZR. Et non seulement ils ont créé le premier AZR, mais ils ont créé une équipe d'AZR. Donc, c'est une équipe d'AZR qui, en leur disant un seul prompt, apprenez, on va dire, l'énergie nucléaire, sans rien leur donner comme donnée. Aucune donnée. Hein. Ils vont apprendre l'énergie nucléaire à partir des dialogues entre eux. Et donc, ce n'est pas de la science-fiction du tout que je vous dis. Donc, le futur est déjà présent, c'est toujours l'adoption qui change. Et donc, on va se trouver dans 5 ans avec des modèles IA qui n'auront pas besoin de données parce qu'ils apprendront comme nous, avec la logique, avec le common sense, comme on dit en anglais, quelque chose qu'aujourd'hui, on a du mal à faire apprendre au système de GenAI qu'on utilise aujourd'hui, parce qu'ils sont juste probabilistiques. Donc, on est dans une révolution qui est en train de s'écrire. Mais la réalité, c'est que les données seront toujours nécessaires pour pouvoir donner la connaissance, mais plus de l'intelligence. Alors, comment on va répondre à ce besoin qui croit en données et qui, en même temps, essaye de créer son propre intelligence? Alors, c'est très simple. On a besoin d'une plateforme qu'on appelle des data centers, centres de données. On en a parlé, monsieur le préfet en a parlé. J'ai pris en fait 3 graphiques qui sont faits par Goldman Sachs. Donc on va d'abord regarder le monde, ensuite l'Europe et puis la France. Okay? Donc ça projette en termes de mégawatts, donc la puissance électrique, la croissance installée, d'accord, mais pas opérationnelle, mais installée, des différents data centers jusqu'à 2030. Donc, dans le monde, ça sera 150 millions de mégawatts d'ici 2030. En Europe, on va dire à peu près 35 millions de mégawatts. Si je vous montrais le contraste entre les États-Unis et l'Europe, là, on partirait tous ce soir avec une dépression. Donc, je ne veux pas le faire. Mais regardons un peu la France. Donc, n'oubliez pas, hein, donc 150 millions, 35 millions, et à peu près 2,3 millions de mégawatts en France. Donc on est tout petit, bien tout petit dans cette échelle dans laquelle en fait on se bat. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'obstacles, il y a beaucoup de défis. Il y a un défi écologique, on en a parlé, le foncier. Ça prend entre 5 et 10 ans pour faire un data center. C'est juste pour le faire. Ça prend plusieurs milliards d'euros pour le faire. Donc les 104 ou 111 milliards d'euros qui étaient annoncés pour France 2030 par le président Macron, je crois que c'était le 10 février ou le 8 ou 9 février. Et
est juste on va dire, un petit investissement par rapport à tout ce qui se fait dans le monde. Donc, on est vraiment sur des enjeux énormes, à échelle énorme. On a parlé de l'eau. Alors, nous, on discute beaucoup avec l'Afrique, d'ailleurs l'Afrique du Nord. Donc, le gouvernement du Maroc nous a contactés. Ils veulent aussi entrer dans l'ère numérique, comme tous les pays. Ils veulent aussi être souverains, comme la France. Eh bien, devinez quoi? Ils n'ont pas d'eau. Donc, si aujourd'hui, ici, on doit réguler l'eau, alors imaginez au Maroc, c'est un problème énorme. Donc, or aujourd'hui, la manière dont ces data centers dont on parle sont conçus, ils ne peuvent pas fonctionner sans eau. Parce que la densité d'équipements informatiques génère tellement de chaleur, donc on est dans les 80-90 degrés Celsius, d'accord? Donc, et la manière dont on refroidit aujourd'hui, c'est le refroidissement liquide. Et là, on parle même des systèmes qu'on va immerser dans de l'électronique spéciale dans les années à venir. Donc, on est vraiment dans un gros problème écologique. On est un acteur très minoritaire. Aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, on est très minoritaire. En France, à la fin de cette année, nous aurons 25 000 GPU opérationnels. Meta, la société qui fabrique Facebook, WhatsApp, etc., en a 600 000. D'accord ? La plus grosse société au monde qui est en informatique, en IA, s'appelle CoreVive. Est-ce que vous avez entendu parler de CoreVive? Vous ne connaissez pas? Alors, CoreVive, c'est une société américaine, évidemment, vient du monde Bitcoin. Donc, ils faisaient des bitcoins. D'ailleurs, ils ont, je ne sais plus combien de bitcoins en trésorerie, hein, donc très, très important. Mais ils se sont rendus compte qu'un jour ou l'autre, en fait, bitcoin, ça n'a pas donné autant de revenus qu'autre chose. Et donc, ils se sont convertis en IA. Et donc, maintenant, ils fabriquent des data centers en IA. Ils sont le plus gros client du monde de NVIDIA. Ils ont plus de 1,3 million de GPU. Donc, leur plus gros client, Microsoft. OpenAI. Donc, on est vraiment à des échelles gigantesques. Donc, dans cette bataille que j'essaye vraiment de vous faire saisir en tant qu'enjeu. Donc, il y a vraiment des choses sérieuses qui se passent. Il y a 2 semaines, EDF m'a appelé. EDF. Je me suis dit, c'est bon, je ne vais pas payer ma facture. Il y a un petit problème avec... J'ai appelé ma femme, et EDF qui m'appelle. Et en fait, ils me disent, écoutez, Monsieur Gurlé, on a 2 gros problèmes en France. Donc, un problème, c'est qu'on a beaucoup d'énergie décarbonisée, donc on en a, mais en fait, on en a trop. On en a trop. On n'arrive pas à le consommer. Et on a conçu énormément d'initiatives d'usines d'énergie renouvelable, que ce soit en méthane, en éolienne, en solaire, mais on n'arrive pas à l'accepter. On ne peut pas le prendre dans le réseau. Donc on a un surplus qu'on ne sait pas quoi en faire. Et comme on ne veut plus faire des bitcoins, parce qu'on le vend à Mara, comme vous le savez, donc on se retrouve dans une situation où on ne sait pas quoi faire de notre énergie excédentaire. Donc ça, c'est un problème. Deuxième problème, c'est qu'on a un gros problème de connexion à RTE. RTE, c'est le réseau filaire électrique. Certains sites qui sont en construction ou qui sont déjà existants, on ne va pas le connecter d'ici 10 ans. Donc des gigawatts sont en attente d'entrer dans notre réseau électrique pour des raisons de logistique. Parce que c'est compliqué de faire entrer la puissance dans un réseau électrique. Donc, il y a un gros problème infrastructure qu'on a aujourd'hui par rapport au réseau, au maillage qu'on a, pas seulement en Europe, pas seulement en France, mais aussi en Europe. Imaginez en Espagne, imaginez dans d'autres endroits. Passage à l'échelle, on a un peu parlé de l'échelle, donc je ne vais pas revenir dessus. Ensuite, il y a les tensions, on va dire, économiques. Donc, quand quelqu'un vous dit on va investir 500 milliards de dollars aux États-Unis pour faire de l'IA, qu'est-ce que ça veut dire? On va décoder ça juste ensemble. Ça veut dire qu'on va acheter du terrain. Okay? Ensuite, il faudra le trouver, le terrain. Ensuite, on va prendre des cours d'eau, parce que ça doit être près de cours d'eau.
on va les détourner. Mais on a besoin de 2 cours d'eau, parce que s'il y a une sécheresse d'un endroit, il faut bien qu'il y ait une supplémentarité quelque part. Ensuite, on a besoin de 3 réseaux électriques. Pas 2, 3. Alors, Charles-Ange disait tout à l'heure, Tier 2, Tier 3, donc un petit cours de Uptime Institute. Donc, les data centers sont catégorisés en 4 tiers, donc 1 à 4. Alors, le tiers 4 est le tiers le plus puissant parce qu'il permet une disponibilité de 5/9. Donc, il est disponible sur une année 99,999 fois. Donc, c'est énorme, hein? Donc, on est juste 4 minutes d'interruption par an. D'accord? Alors, un tiers 3, c'est 99,99. Un tiers 2, c'est 99,9. Un tiers 1, c'est 99,5. Donc, ça vous donne un petit peu les différentes classifications. Voilà. Donc, il y aura un examen à la fin de ça. Donc, j'espère que vous avez pris des notes. Voilà. Donc, vous allez voir, il y a un QCM qui sort à la fin. Donc, on comprend bien que l'IA a besoin de data centers. J'espère que j'ai pu faire la preuve par 9 et j'ai pu aussi expliquer quels sont les problèmes et les enjeux aujourd'hui par rapport à où nous en sommes. Alors, du coup, ce n'est pas des puces informatiques, ce n'est pas les serveurs, ce n'est pas les programmes IA qui sont vraiment l'enjeu du futur, mais c'est en fait l'énergie. L'énergie, à tel point que si cette trajectoire continue, j'ai vu ça du côté IMF il y a juste une semaine, donc si on compare les data centers d'aujourd'hui par rapport à ce qui se passait en 2030, vous voyez que par rapport à la France, ça va être quasiment le double de la consommation énergétique de la France d'ici 2030, l'ensemble des data centers hors Chine. Parce qu'on ne sait pas ce qui se passe en Chine, ils ne communiquent pas ces données. Donc, vous voyez un petit peu les enjeux énergétiques qu'il y a. Or, on a bien vu qu'on a des problèmes énergétiques. Il n'y a pas seulement la capacité d'énergie, mais il y a l'utilisation efficace de l'énergie et ensuite tout ce qui consomme en fait de l'eau, etc. Donc, on se trouve dans une situation qui a, encore une fois, le monde capitaliste, il est sans merci. Donc, Amazon, qui est le plus grand cloud provider du monde, il y a 2 trimestres, a fait une déclaration très innocente, mais qui dit on est obligé de réduire nos investissements en data centers, pour raison qu'on n'arrive pas à trouver de l'énergie. Aussitôt, la chute des actions d'Amazon a suivi. Sur ce, puisque Amazon l'a dit, Microsoft, évidemment, c'est la même chose, ils ont ajouté nous aussi. Et sur ce, Google a dit nous aussi. Alors, j'ai un ami qui a bossé pour moi chez Microsoft, qui est aujourd'hui le président de Google Cloud, qui s'appelle Francis. Et il m'appelle, il me dit, David, on ne peut plus construire des clouds Google en France, en Europe. C'est fini. On n'arrive pas à trouver la capacité qu'il nous faut, pas seulement en énergie, on parle de tout l'ensemble d'infrastructures dont je vous ai évoqué. Donc, on est dans une impasse d'un certain côté. Malgré tous les chiffres qu'on voit, en fait, il faut ramener tout ça à la réalité. La réalité, c'est qu'il y a des limites physiques, infrastructures, logistiques, qui vont empêcher le progrès tel qu'on a. Alors, ça va créer des effets secondaires. Peut-être comme les Chinois, on sera plus frugal et qu'on n'aura peut-être pas besoin autant de données. Mais vu que les Chinois ont... alors, les papiers de recherche dans l'IA, on le traque, nous. Pour un papier publié par les Américains, il y en a 10 publiés par les Chinois. Donc, pour les Européens, nous sommes à peu près 4 fois moins que les Américains. Et sur tous les papiers américains qui sont publiés, 95% des auteurs sont des Chinois. Voilà. Tout est dit. Du coup, la souveraineté.
Du coup, la souveraineté. Alors, je voulais définir la souveraineté parce qu'on en parle beaucoup. On en parle beaucoup, mais en fait, ça veut dire quoi dans notre contexte? Alors, pour moi, je vous le lis verbatim, autorité politique exclusive exercée sur un territoire donné, sans subordination à aucune entité extérieure. C'est ce que les Chinois ont choisi. Catégorique. D'accord? Alors, nous, en France, on n'en est pas vraiment là. Pourquoi nous ne sommes pas vraiment là? Parce qu'en France, on autorise les GAFAM à investir chez nous, mais lorsqu'on utilise leur infrastructure, eh bien, nous sommes sujets à la loi extraterritoriale américaine, qui s'appelle le US Cloud Act. Donc, chers amis, chers élus, lorsque vous mettez quelque chose dans Microsoft Outlook, en fait, ces données sont les données qui appartiennent au gouvernement américain. J'en sais quelque chose, parce que lorsque j'étais chez Skype, Skype n'était pas américain, une société luxembourgeoise. Et un jour, je reçois une convocation d'une entité américaine à 3 lettres qui me dit écoutez, nous avons besoin d'un backdoor, donc une porte d'entrée, pour surveiller les activités d'un certain individu sur Skype. Je dis pardon? Oui, on a besoin d'un backdoor. Donc, oui, ben, vous ne l'aurez pas. Non, vous allez le faire. Je dis, on n'est pas américain, hein, donc on n'a pas de data centers non plus aux États-Unis, donc vous pouvez toujours courir, moi je ne vous fais rien. Je ne sais pas si vous savez, mais en fait, on a trouvé une vulnérabilité chez Skype. Je dis, ah bon? Oui. Ouais. Et si vous ne coopérez pas, je pense que cette vulnérabilité pourrait en fait être très néfaste aux utilisateurs de Skype. Alors, je me trouve dans l'obligation de parler aux investisseurs qui détiennent Skype. Donc, je ne suis pas propriétaire de Skype. Et je leur présente cette situation, qui s'est déjà présentée aussi par une autre société, une autre agence gouvernementale russe à 3 lettres aussi. Et donc, finalement, on est obligé de cave in. Donc, on est obligé de donner, en fait, accès. Et donc, cette souveraineté, elle est clé dans l'IA parce qu'en fait, au-delà des communications, on est en train de parler des influences. Parce que l'IA copie ce qu'on est. D'accord? Donc, aujourd'hui, en tout cas. Et donc, du coup, son modèle probabilistique, il est conséquent des données qu'ils ingestent. Et donc, du coup, lorsque votre enfant, votre petite fille, votre garçon va consommer et va poser des questions par rapport à son ChatGPT, les réponses qui en sortent, ce n'est pas les réponses de ChatGPT, du tout. C'est les réponses issues du modèle, corrigées par les employés de ChatGPT, donc américains. Alors, vous pouvez dire, très bien. Eh bien, moi, je ne pense pas que ce soit très bien, parce qu'aujourd'hui, nous sommes en Europe, donc on a des valeurs différentes. Et d'ailleurs, moi, j'en suis fier. Comme les Chinois sont fiers de leurs propres valeurs. Et donc, ça, c'est un vrai problème de souveraineté. Il n'y a pas juste le stockage de données. Il y a cette influence insidieuse qu'on reçoit sans même en être compte. C'est un petit peu comme si on était frog boiling un grenouille qu'on chauffe à petit feu. Mais on finit par bouillir, hein, c'est une expression américaine, et puis finalement, on ne s'est pas rendu compte qu'on est mort ébouillanté. Donc, si on n'est pas souverain, il y a des conséquences énormes. Sociétales, confidentialité, géopolitique, imaginez du côté militaire, quelles sont les conséquences de tout ça. Donc, la France le comprend. Attention, hein, donc j'essaie pas d'incriminer qui que ce soit, on le comprend. Je sais que le président Macron, avec qui j'ai eu plusieurs échanges à ce sujet, il est dessus, il le comprend. Il y a beaucoup d'initiatives dont monsieur le préfet en a parlé.
mais je pense qu'il y a d'autres solutions complémentaires, et c'est pour ça que je suis là. Alors, comment on va résoudre? 5 problèmes. Proximité, souveraineté, énergie, sécurité. Sécurité et coûts cachés. Donc, lorsque j'ai envisagé HiveNet, dont on a parlé tout à l'heure, qui est une société qui conçoit un logiciel qui agrège les ressources inutilisées des ordinateurs à travers le monde, qui a à peu près maintenant plus de 700 000 utilisateurs, je ne m'étais pas du tout rendu compte de l'impact que ce logiciel pouvait avoir. Honnêtement, je ne m'étais pas rendu compte. Je voulais juste concevoir une solution qui nous donne une alternative moins chère et plus économe et plus écologique, parce qu'on ne créait pas de nouveaux data centers, on exploitait ce qui existait déjà. Donc d'ailleurs, on a un partenariat avec INRIA, à Sophia Antipolis, à ce sujet, qui a commencé depuis 2022. Donc j'ai vu David Simplot qui est ici, qui connaît très bien ces projets-là. Merci encore, David, pour tout ça. Et donc lorsque l'idée de Polycloud est née, d'ailleurs suite à une réunion qu'on a eue le 8 novembre ou le 10 novembre à Cannes, donc j'étais présent en distanciel et vous étiez là, Monsieur le Président, avec David Lisnard et d'autres élus. L'idée, c'était de dire pourquoi est-ce qu'on ne fragmenterait pas les data centers et qu'on les réduit en taille. Du coup, on enlève un certain nombre de problèmes de foncier, un problème de refroidissement énergétique, et qu'on ne les distribue pas savamment à travers un territoire en les interconnectant, grâce à ce qu'on a fait avec HiveNet. Et donc, du coup, tisser un réseau de micro-data centers à travers la France, à travers l'Europe, à travers le monde, pourquoi pas, pour utiliser ce qui existe déjà, puisqu'on utilise très peu d'énergie par rapport aux gros data centers énergie forts. On n'utilise pas d'eau, puisqu'on a beaucoup moins de densité. Du coup, on a besoin de moins refroidir. Et donc, on peut trouver une solution, comme dirait mon prof de maths, élégante, comme démonstration, pour résoudre ce problème et cette crise dont on fait face. Alors, l'idée est assez simple. Nous sommes dans le 06. Mon pays, que j'adore. D'ailleurs, monsieur le préfet, maintenant, il est là depuis 4 mois et je crois qu'il commence aussi à s'échauffer à la beauté de notre beau pays. On ne vous laissera pas partir. Hein, mission ou pas. Moi, je suis revenu. Alors, on parle aussi à quel point notre département a un tissu économique innovatif. Donc ça, c'est quand même un élément important. On n'est pas juste là pour faire des vacances ou pour l'événementiel. Évidemment, on va le faire, parce que c'est un beau pays, il faut en profiter. Mais il y a quand même des individus qui refusent de revenir à Paris, qui décident de s'implanter ici. Et Sophia Antipolis en a un bel exemple, mais il y a d'autres petits centres ici et là. Donc on a quand même pas mal d'ingénieurs. Et donc, du coup, pour moi, lancer Polycloud dans le département, dans le 06, était la condition sine qua non pour son existence. Et donc, imaginez ce que je vous ai décrit, des micro-data centers. Dans le Côte d'Or, on a parlé du président François Sauvadet, deuxième, hein, pas le premier, donc il sera le deuxième. Mais d'autres départements qui vont arriver. Je viens de recevoir José d'ailleurs de 04, donc c'est 04, c'est Alpes de Haute. Voilà. Donc une demande pour justement des Polycloud, etc. Donc ça va, à mon avis, se propager. Donc il y a 36 000 communes en France, 103 départements, je ne me trompe pas. Voilà. Et on n'a besoin que de 1000 communes. Donc si on prend 1000 communes, on prend 1000 Polycloud, qu'on interconnecte, ça fait 1 milliard. Juste ça fait 1 million par Polycloud, ça fait 1 milliard. Nous aurons plus de puissance de calcul que Microsoft, sans aller créer des data centers de taille gigantesque, sans créer de connexions supplémentaires à RTE, sans consommer de l'eau,
en utilisant de l'énergie renouvelable, photovoltaïque, voilà, d'accord, et une souveraineté absolue, parce qu'il s'agit d'une propriété du département, d'une commune, mise au service de son écosystème, ses propres utilisations et aussi ses constituants, etc. Et pourquoi pas offrir ça aux entreprises dans une situation où il y a de l'excédentaire. C'est ça vraiment l'idée derrière Polycloud. C'est encore une fois utiliser dans la mesure de ce qui est disponible, ce qui existe déjà. On n'a pas besoin de créer le 150 gigawatt factory quelque part ici et là. On a juste besoin de 20 mètres carrés, littéralement, pour pouvoir installer un Polycloud et connecter au réseau et à la fibre. Évidemment, l'Europe, qui nous donnerait un réseau sans précédent, une puissance à moindre coût, une efficacité maximum et avec notre politique fédérationnelle de l'Europe, avec notre politique soutenable, sustainable, c'est écologique, hein, c'est ça, soutenable, durable, voilà, la durable, je pense qu'on peut faire beaucoup mieux parce qu'un petit Polycloud, c'est, comme le président a dit, c'est 120 kilowatts informatique. Donc, on peut très bien utiliser l'énergie solaire pendant 8-10 heures, avoir des batteries sur le côté, et puis, donc, du coup, réduire massivement le coût énergétique qui consomme dans un Polycloud tel. Et pas d'eau, parce qu'on n'a pas besoin de refroidir, on refroidit juste par des ventilateurs qui sont utilisant air conditionné. Voilà, et pourquoi pas le monde? Alors, vous ne serez pas étonnés qu'on a déjà vendu aux États-Unis, à Texas. D'ailleurs, c'était les premiers. Dès qu'ils nous ont vus à Cannes, ils nous ont dit, on va acheter 2. J'ai dit 2? Ah oui, on va acheter 2. On va les essayer. Ensuite, on en veut 40. Pourquoi? Parce qu'à Texas, il y a une dérégulation massive de l'énergie. Et donc, ils ont ce qu'on appelle l'énergie flexible. Alors ça, c'est un autre problème que EDF m'a expliqué. L'énergie flexible, c'est d'imposer aux consommateurs d'énergie l'arrêt de l'énergie à des moments donnés durant l'année. 15 minutes, 5 minutes, 1 heure, pour justement soulager le réseau, pour pas que le réseau capote sur ce qui s'est passé à Texas, ce qui s'est passé en Espagne. Et donc, avec 40 Polycloud, c'est très facile d'éteindre 5, migrer les données sur les 35 qui restent, et continuer à opérer. Donc, du coup, on a un autre gain, c'est la flexibilité. Et donc, du coup, on peut utiliser encore mieux et consommer l'énergie d'une manière beaucoup plus efficace. Voilà. Mes conclusions, en fait, sont assez simples. D'abord, le cloud, il nous concerne tous. J'espère qu'on est tous d'accord. Même si on fait beaucoup de choses sans le cloud, mais en fait, notre vie est aujourd'hui dirigée par l'informatique, sans parfois qu'on s'en rende compte. Et donc, ce qui se passe dans le cloud nous concerne les dirigeants, concerne les individus. C'est vous qui avez le choix entre OpenAI, ChatGPT ou Mistral. Ce qui m'amène à dire, c'est à nous de faire le choix. Moi, j'ai fait mon choix. J'espère que c'est clair. Je me bats pour la souveraineté européenne, française. Je me bats pour une autre infrastructure qui est plus juste, qui est plus économe, qui est plus écologique, qui est plus durable, en fait, qui nous représente, nous, les Européens. Pour moi, c'est notre culture. On n'est pas des Chinois, ni des cow-boys américains, mais nous, l'individu, cet humanisme qui est né de notre pays, et pour moi, doit être aussi représenté dans le cloud, de la manière dont on conçoit, on consomme, on aborde le cloud. Et c'est la responsabilité de chacun. Merci beaucoup. Merci. Je regarde notre maître des horloges
Marco, est-ce qu'on a un petit peu de temps pour des questions? Marco, est-ce qu'on a un petit peu de temps pour des questions? Allez, on y va. On va distribuer la parole. Est-ce que vous avez des questions dans le public? Attention à l'examen. Hein. Vous pouvez lever la main. Moi, j'ai une question. Oui. Est-ce qu'il y a eu d'autres initiatives qui ressemblent un petit peu à Polycloud? D'autres acteurs? Alors, dans le monde de Bitcoin, oui. OK. Alors, le monde de Bitcoin, donc ceux qui fabriquent les cryptocurrencies Bitcoin, en fait, c'est vraiment le modèle. Alors, eux, ce sont des énergivores migrateurs. Donc, ils vont aller chercher l'énergie là où c'est le moins cher, en Islande, en Bulgarie, maintenant à Bhoutan. Oui, à Bhoutan, parce que c'est 4 centimes par kilowatt. D'accord? Donc, Bhoutan vient d'ouvrir leur territoire à des Bitcoin miners. Et donc, c'est incroyable, hein? Vous connaissez Bhoutan, c'est un pays qui est quand même... on ne s'imagine pas du tout Bhoutan aller dans ce monde-là. Donc, ils le font dans le contexte de Bitcoin. Donc, du coup, les gens qui sont en train de se rendre compte que Bitcoin va petit à petit en train de perdre, ou potentiellement peut perdre leur valeur, du coup, ils essaient de migrer vers l'IA. Donc, du coup, on voit d'autres sociétés qui arrivent. Mais ils ne le font pas de la manière dont on le fait dans Polycloud, parce qu'eux, ils sont propriétaires des conteneurs. Donc, il n'y a pas la même notion de souveraineté, cette distribution et cette autonomie que Polycloud est par rapport aux acteurs qui commencent à émerger. Mais en France, on est les seuls. Une question dans le public. Allez-y. Si vous voulez vous lever, comme ça, on vous verra. Bonjour et merci. Bonjour. Merci pour cette conférence très intéressante. Je travaille sur le raccordement des projets immobiliers, data centers, etc. au réseau électrique. Et effectivement, je vois passer beaucoup de demandes pour des data centers avec des puissances allant de quelques mégas à même 20, 40 mégas. En termes de comparaison, les modules que vous proposez, qui sont une solution très intéressante, consomment à peu près quelle puissance d'énergie? Alors, de 120 jusqu'à 390 kW. Et les 390 kW, pour vous dire, c'est 400 GPU et 4 pétas de disques. Ça représente en termes de capacité de GPU. Le GPU, c'est les cartes graphiques qui font le calcul pour tout ce qui est inférence lorsqu'on utilise. D'accord, merci. Je vous en prie. Allez, on va conclure avec notre ami Marco Lendi. De l'équipe de gendarmerie. Oui. Vous avez une question? Allez-y. Oui, non, mais quand même. Et après, on fait la conclusion de Marco. Très courte, c'était simplement pour poser la question par rapport à la notion de souveraineté. On a bien compris la miniaturisation des data centers. En revanche, comment vous arrivez à résoudre la problématique de la souveraineté quand on ne conçoit pas les GPU, les puces qui vont servir à la fabrication de ces mini data centers? Alors, merci. La réponse est vraiment très simple. La souveraineté, elle s'est déduite par donc, la propriété exclusive d'un bien. Donc, pour nous, il est très important que cette propriété ne soit pas celle de Polycloud. Donc, c'est très, très important parce que si c'est nous qui fabriquons et qui opérons en tant que propriétaire en Polycloud, vous n'êtes pas souverain de vos données. Donc, deuxièmement, c'est le stockage de vos données sur ces micro-data centers. Donc, une fois que vous détenez et vous stockez vos données, et je vous recommanderais d'ajouter une couche d'encryptage, alors là, vous êtes 100% souverain des données, même s'il y a d'autres utilisateurs qui sont avec vous dans le même conteneur. Donc, il y a l'isolation, un logiciel qui permet de faire ça. On passe à la conclusion avec Marco Lendi, président de l'Institut Europia. C'est à vous, Marco. Venez avec moi. On peut applaudir David Gurley. Je crois que les applaudissements Formidable. sont mérités. Merci, David. Tu as accepté de recommencer la session après les vacances et on a ouvert vraiment avec une conférence, je dirais, formidable. Quelque chose que je voudrais te dire, que tu as mis la passion,
l'expérience, mais aussi cette innovation qui devrait être typique de notre Europe, qui devrait être avec nous continuellement. Mais là, tu as mis dans une de tes feuilles fragmentée, malheureusement fragmentée. Et tu as parlé d'une chose qui est pour moi du niveau très important, la soutenabilité de l'intelligence artificielle. Tous les jours, tu lis 300 milliards d'ici, 100 milliards d'ici. Et justement, tu le dis, où est qu'on va trouver toute cette énergie? Tu as une solution. Et je voudrais finir, je l'ai écrit, mais il faut que je vous la lis parce que mon français, ce n'est pas toujours parfait, pour vous dire l'importance de comprendre qu'il faut avoir des œils sur l'intelligence artificielle. Et je vous l'ai dit avec une histoire qui m'a vraiment fait comprendre qu'il faut se mettre un peu à distance de ça et bien réfléchir sur ce qui va se passer. Je vous raconte l'histoire des 4 sages et du lion. Le lion et l'IA. Il y a longtemps, dans un village, non loin de la lisière d'une grande forêt, il y avait 4 sages. Ils avaient passé leur vie plongés dans les livres, maîtrisant toutes sortes de connaissances, des mouvements des étoiles, aux secrets de la vie et de la mort. Mais si 3 d'entre eux débordaient d'érudition, les 4e, et je voudrais voir dans les 4e David, possédait quelque chose de plus rare, une sagesse simple, quotidienne, amenée, portée par l'innovation. Un jour, en se promenant dans la forêt, les 4 tombent sur un tas d'ossements de lions. Le premier sage plissa les lieux et dit « Oh, je vais reconstruire les squelettes. » Le deuxième intervint. « Et je restaurerai la chair et les muscles. » Le troisième, avec un sourire fier, déclara « Je vais lui infuser la vie. » Le 4e sage parut inquiet. « Mes frères, prévint-il, mais c'est un lion. Peut-être que nous devrons être pas si pressés pour le ramener en vie. » Mais les autres rirent. « Vous parlez par peur, pas par connaissance. » Sentant les dangers, le 4e homme grimpa discrètement sur un grand arbre voisin. Je vois tes idées en te mettant sur cet arbre. Au moment où les derniers mantras furent prononcés, le lion surgit de niveau réel, fort, affamé. D'un bond, il fondit sur les 3 érudites. Celui qui était perché sur l'arbre survécut pour raconter l'histoire. Cette histoire pourrait ressembler à une fable ancienne, mais son écho ressort fortement dans notre monde moderne. Aujourd'hui, nous sommes ces sages. Nous avons reconstruit les eaux grâce à des ordinateurs puissants. Ajouté de la chair grâce à des logiciels intelligents. Et en lui soufflant la vie grâce à l'IA. Mais est-ce que nous avons grimpé sur l'arbre? Avant de déployer l'IA à grande échelle, dans tous les secteurs, dans tous les foyers, dans toute la société,
ne devront pas nous aborder et intégrer la sécurité, la souveraineté, des garde-fous et de bon sens. Sinon, nous risquons de ressusciter quelque chose de puissant, mais aveugle à ce qui se passera ensuite. Alors que nous animons la force numérique la plus puissante que l'humanité ait jamais créée, essayons d'être comme les sages qui s'est mis sur l'arbre. Et merci David pour nous avoir donné une grande idée. Merci, bonne soirée. Passons maintenant à un petit rafraîchissement et vous êtes tous convenus le 10 octobre, Luc Julia à Mandelier, la Napoule. Merci beaucoup. Bonne soirée à tout le monde. Merci Marco Lendi, président de l'Institut européen. Un grand merci à vous. Merci à notre intervenant ce soir, David Gurlé, au préfet des Alpes-Maritimes, Laurent Autiot, pour sa présence et son intervention, et puis au président du département, Charles Angenesi, et l'ensemble des partenaires, le département des Alpes-Maritimes, le SICTIA et le syndicat mixte de la Maison de l'Intelligence Artificielle. Allez. Comme le président me le demande, je voulais raccourcir, mais non, c'est très important. Vous savez que dans notre département, au-delà de la MIA, de ce cycle de conférences, on a eu aussi le World AI Camp Festival, et David a présenté cette idée, pas seulement une idée, cette solution. Et si je comprends bien, tu as quand même obtenu des résultats positifs, des commandes. Mais nous, on continue avec l'innovation. Et on a lancé cette année le World AI Film Festival, un festival de films totalement fait avec l'intelligence artificielle. Un succès formidable. Imaginez-vous que merci aussi à la présence de Claude Delelouch comme président de notre festival, on a eu vraiment un succès débordant, au point que des délégations chinoises, coréennes, brésiliennes et quand même japonaises sont venues. La deuxième édition, qui sera le 21-22 avril au Palais des Festivals de Cannes. Merci à l'invite forte que le maire de Cannes nous a donné. On fera la finale, mais beaucoup de grands pays, comme ceux que je vous ai mentionnés, amèneront 5 meilleurs films et la finale sera dans le palais des festivals de Cannes. Vous serez tous les bienvenus. Merci. Et la présidente de ce festival sera Gong Li. Gong Li est la plus grande actrice française, chinoise et française maintenant, et elle est la femme de Jean-Michel Jarre. Il fait l'honneur d'être la présidente de notre festival. Merci, bonne soirée à tout le monde. Merci Marco. On vous souhaite une bonne soirée à toutes et à tous. C'est le département des Alpes-Maritimes. Eh bien...